Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regard croisé. Avec 700 km de côte, la Mauritanie possède un littoral aussi vaste que fragile, entre richesse naturelle, pression humaine, bouleversement climatique. Une question se pose, faut-il conserver ou capitaliser? Vous l'aurez compris ce soir, nous ouvrons le débat autour de la façade maritime. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir Ibrahim Ba, spécialiste des zones marines et côtières depuis plusieurs années sur les enjeux de gouvernance, de résilience écologique et d'exploitation durable du littoral. Consultant indépendant, il a accompagné des institutions nationales à l'élaboration de politiques publiques, notamment sur le contenu local dans le secteur extractif. Il possède une solide expérience en gestion intégrée des écosystèmes côtiers, en analyse des impacts environnementaux et en planification territoriale. Aujourd'hui cadre à la région de Nouakchott, il contribue activement à la réflexion sur la durabilité des espaces maritimes et côtières en Mauritanie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette émission et de parler du littoral, puisque le littoral, c'est un espace qui me tient à bras le cœur. Que tu sois un habitant de Nouakchott ou Iwik dans le Bandarguin, à Ndiagou dans le sud mauritanien ou à Vassala, nous devons tous être intéressés par la thématique du littoral, de par sa position stratégique et le fait qu'il soit un espace qui abrite une part importante du PIB mauritanien. Parfait. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons 700 km de côte. Comment décrire ce que représente vraiment le littoral mauritanien en termes d'espace, de ressources et de potentiel? Voilà, et justement, ce que vous avez dit, le littoral mauritanien s'étend du Cap Blanc au nord jusqu'à l'embouchure du fleuve Sénégal dans le sud. Donc il s'agit de 750 km de côte. Donc le littoral constitue un espace vital. On y retrouve plusieurs zones de biodiversité importantes. Donc il y a plusieurs villages côtiers avec une zone économique exclusive qui peut avoisiner les 234 000 km. Le littoral est aussi un réservoir de richesses halieutiques. Il s'y développe plusieurs activités touristiques, mais aussi aujourd'hui le littoral, la plupart des projets d'investissement importants sont sur la zone littorale. Et aussi les deux plus grandes villes du pays, les deux capitaux, à savoir Nouakchott, capitale politique, et Nouadhibou, capitale économique, sont des villes littorales. Donc, ce qui montre vraiment l'importance et la place qu'occupe le littoral mauritanien pour le pays. On parle souvent du littoral comme d'un trésor naturel. En quoi cette zone est-elle stratégique et écologiquement unique? Voilà, donc c'est connu que la zone mauritanienne, c'est l'une des zones les plus poissonneuses, du moins dans le passé. Elle est unique, pourquoi? Parce qu'elle abrite la plus grande aire marine protégée, qui est le parc national du Bandarguin, qui occupe le tiers du littoral mauritanien dans la zone nord. On retrouve aussi plus loin dans la zone de Nouadhibou l'une des rares réserves de population de phoques moyennes qui sont protégées dans la réserve naturelle de phoques moyennes. Il y a aussi la réserve naturelle de Baie de l'Étoile qui a été classée récemment avec les orientations du pouvoir public dans cette optique de conservation et de développement des aires marines protégées. Et dans le sud aussi, il y a le parc national de Djaoling. Donc c'est un espace qui abrite plusieurs aires marines protégées, mais aussi il y a aussi une diversité d'activités économiques telles que les activités portières, des activités écotouristiques, mais aussi il y a pas mal de oiseaux migrateurs qui viennent passer une partie de leur période de nidification
dans le littoral mauritanien, notamment dans le banc d'Arguin ou dans le parc national d'Idjaouling, qui sont des aires marines protégées. Donc c'est tout cet écosystème. Donc au-delà même de ces écosystèmes, au large des eaux mauritaniennes, on retrouve une biodiversité immense, telle que le mangrove, telle que des canyons, tels que des monticules sous-marins, tels que des espèces d'éponges. Bon, ça veut dire des espèces d'éponges dont la science dirait que ces espèces ont des vertus anticancérigènes. Donc, se priver de ces espèces, ce serait par exemple de se priver de médicaments du futur. Quand on parle littoral, la plupart du temps, ici en Mauritanie, on est plus axé sur la mer, le contenu de la mer. Et c'est dans ce cadre que dans l'imaginaire collectif, la mer est abondante, infiniment abondante. Et c'est encore aujourd'hui le cas sur nos côtes mauritaniennes. Justement, peut-être il y a de cela 40 ans ou 50 ans, cette assertion pouvait être correcte, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Pourquoi? À cause de la surexploitation de la ressource halieutique, donc à cause de la pêche INN, illicite, non légale et non déclarée, donc à cause aussi des effets croisés multiples du changement climatique, mais aussi aujourd'hui la population côtière ou le village qui habite aux environs de la côte ou le village de la communauté de pêcheurs vous disent que parfois une pirogue qui pouvait être remplie au bout de 2 jours, aujourd'hui ils partent plus loin, parfois même au détriment de leur vie. Donc, ce qui veut dire que cette immensité de ressources halieutiques n'est plus à... Vous avez parlé tout à l'heure d'activités illicites de pêche. Pouvez-vous nous parler plus de ça parce que, voilà, donc s'agissant de ces activités illicites de pêche, bon, malgré quand même que depuis bientôt 10 ans, le pouvoir public a mis en place pas mal de dispositifs et d'instruments pour une meilleure gestion de pêche et des ressources halieutiques. Mais quand même, à chaque fois, on peut avoir de contrevenants à ces directives ou à ces consignes de gestion. Mais quand même, il faut capitaliser de ce qui a été fait par les autorités publiques, donc par le renforcement des capacités de surveillance de la garde-côte, par la mise en place tout récemment d'une agence des affaires maritimes, l'AMAM, mais aussi par le suivi régulier au niveau des observateurs qu'on a au niveau du banc d'Arguin, qu'on a le long du littoral. Donc le dispositif de surveillance, quand même si on peut avoir des cas isolés de pêche INN, mais quand même le dispositif est plus ou moins robuste et ils ont des outils. Toutefois, ils ont besoin d'un renforcement des capacités, d'une formation continue pour être en mesure d'utiliser des technologies de pointe. D'accord. Alors, quels sont les signes concrets, visibles, mesurables, qui montrent que le littoral est en train de changer? Et dans quelle direction ce changement s'opère-t-il? Voilà, donc le littoral est en train de changer, effectivement, parce que le littoral a subi plusieurs agressions, donc notamment par le développement urbain anarchique, parce que Nouakchott était donc la croissance démographique dans la zone côtière a beaucoup évolué à partir des années 70 du fait de la rareté de pluie à l'intérieur du pays. Donc les deux villes, Nouakchott et Nouadhibou, étaient les principales destinations. Pourquoi? Parce qu'elles offraient quand même un emploi durable dans le pêche au milieu des années 80. Donc, ce qui a fait que les investissements du pays se sont concentrés dans ces deux zones. Donc, la façade littorale est en train de changer du fait des effets du changement climatique, mais aussi par l'installation portière. Parce que la construction du port de Nouakchott dans les années 80 sur la zone littorale, donc où le courant, de façon perpendiculaire au courant marin,
Donc ça a créé une accrétion au nord du port, donc ça veut dire le dépôt de sédiments, donc la dérive sédimentaire, un blocage des sédiments au nord du port. Donc ces sédiments qui est au nord du port, donc comme la nature a besoin de faire un équilibre, donc il y a une érosion au site du port. Donc dans de telles configurations, les installations portières ne sont pas adaptées, même si elles sont adaptées, elles devraient être faites de telle sorte que de ne pas bloquer le courant sédimentaire. Donc il y a eu pas mal d'études dans ces sens-là pour essayer de trouver des solutions de dragage ou de techniques de bypass pour un peu retrouver l'équilibre entre le sédiment, ce courant sédimentaire. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a plusieurs ouvertures de plusieurs brèches au niveau du littoral. Donc toutes ces brèches-là peuvent, dans un scénario au fil de l'eau, donc si rien n'est fait d'ici l'horizon de 10-15 ans, donc toutes ces brèches-là peuvent... Dans ce cas-là, peut-on parler d'un effritement lent, silencieux du littoral? Effectivement, on peut parler de quelques endroits au stop d'érosion côtière, de ces zones-là, mais aussi il y a une zone il y a une zone, donc cet effritement aussi, ça peut, donc c'est quoi? C'est la question de perte et de compensation économique qui sont là, parce que c'est des installations touristiques qui sont en péril, donc c'est des activités économiques qui sont en péril, donc c'est plusieurs activités, pourvoyeurs d'emploi et activités de moyens de subsistance sur le littoral qui risquent d'être mis en péril si rien n'est fait. D'accord. Parlons un peu de la capitalisation du littoral. Quelles sont aujourd'hui les principales formes d'exploitation du littoral et dans quelle mesure sont-elles encadrées, oui ou non? Voilà, donc aujourd'hui, quand on parle de principales activités qu'on peut retrouver sur le littoral mauritanien, donc c'est en premier lieu, l'activité principale, c'est la pêche. Donc la pêche sous ses différentes formes, donc la pêche industrielle dont la débarcation est au niveau du Nouadhibou. Et tout au long du littoral, il y a des campements de pêche. Donc en Nouakchott aussi, il y a le marché de poissons qui s'improvise comme c'est un port de débarquement artisanal. Donc il y a la pêche industrielle, et ça veut dire destinée à l'importation, qu'on retrouve plus dans la zone de Nouadhibou. Donc il y a la pêche imaraguaine, donc qu'on retrouve dans la zone du Bandarguin, donc parce qu'il y a une interdiction totale de bateaux industriels dans cette zone-là. Donc c'est des embarcations à l'anche blanc qui sont autorisées à pêcher dans la zone du Bandarguin. Donc il y a du Bandarguin jusqu'au sud, il y a plusieurs campements de pêche. Donc ensuite, tu peux avoir des installations d'exploitation des dépôts des hydrocarbures, donc dans la zone, au niveau des zones portières. Il y a tout récemment, en 2019, il y a le port de Tanit aussi, qui est censé être une infrastructure de débarquement de la pêche. Aujourd'hui, il y a le port aussi multifonctionnel qui est au niveau d'Indiagou. Donc il y a plusieurs activités touristiques qu'on peut recenser sur la zone littorale. Mais aussi, on peut aussi parler de l'exploitation du sable noir, malgré quand même, pour le sable noir, il faut quand même noter qu'en 2022, le pouvoir public a pris une bonne décision de bannir cette exploitation dans les endroits où il y a une faiblesse du cordon dunaire littoral. Donc, ce qui fait que toute la zone nord de Nouakchott à Nouadhibou, donc il est interdit toute exploitation du sable noir est interdite dans cette zone-là. La zone qui est possible, c'est la zone de PK28 jusqu'au site de Tigint. Donc c'est dans cette zone-là où il est autorisé de faire de l'exploitation du sable noir. Aujourd'hui, il y a 2 permis d'exploitation qui sont actifs avec 8 permis de recherche de sable noir dans cette zone. D'accord. Toujours dans cette logique de capitalisation du littoral, je parle de la pêche.
On observe ces dernières années une rareté de poissons, de fruits de mer, etc. Comment pouvez-vous expliquer ou nous éclairer par rapport à cette rareté qui se fait très visible dernièrement? Voilà, donc par rapport, pour compléter un peu par rapport à à la précédente question, par rapport à l'encadrement de ces activités, donc il faut savoir que le pays s'est inscrit depuis 2004 dans une logique de planification territoriale de la zone littorale par l'élaboration et la mise en place d'un plan directeur d'aménagement du littoral en 2005, dans sa première édition. Donc c'est un plan qui a permis de faire un zonage du littoral, donc une cartographie du zonage du littoral avec de prescriptions d'aménagement, donc les zones touristiques, les zones de développement économique. Donc ça a permis de faire une catégorisation des activités économiques sur les littorales, mais aussi de se positionner comme un outil de planification territoriale de la zone littorale, via la multiplication des enjeux autour de cette zone-là. Donc, mais aussi, sur le plan juridique, le littoral a aussi fait l'objet d'une législation exceptionnelle pour que toute exploitation ou toute activité sur le littoral est assujettie d'une étude d'impact environnemental et social, contrairement dans d'autres zones du territoire où une notice d'impact environnemental pouvait suffire. Donc, pour dire que le pouvoir public prennent en charge et sont conscients des enjeux et de la fragilité de cet espace littoral. Donc, à travers la mise en place d'un cadre juridique robuste et d'un outil de planification comme le plan d'aménagement et du développement du littoral. Mais quand même, toutefois, il y a quand même des améliorations, il y a des faiblesses. Donc, des faiblesses en termes de coordination entre les secteurs de pêche, les secteurs du tourisme, les secteurs d'artisanat. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que au niveau sectoriel, qu'on utilise et qu'on prenne en compte ces outils dans la planification de ces activités sur la zone littorale. Donc, ça peut être la faiblesse qu'il faudrait améliorer pour une gestion intégrée et inclusive de la zone littorale. D'accord, revenons à la rareté. La question que je vous ai posée tantôt sur une possible explication de la rareté qui se manifeste ces dernières années. La rareté de poissons, de fruits de mer, etc. Voilà, je pense que j'ai un peu parlé de cette question dans le préambule de la discussion, mais quand même, cette rareté, comme elle peut être expliquée par la surexploitation de la ressource, mais aussi par les effets du changement climatique. Donc, parce que la richesse des eaux mauritaniennes s'explique par le phénomène de l'upwelling, qui est le résultat du croisement entre les eaux froides qui viennent de la rencontre entre le courant. Donc c'est ce phénomène d'upwelling qui crée un bloom phytoplanctonique qui est à l'origine de cette richesse des écosystèmes mauritaniens. Donc il s'agit des quatre courants d'upwelling et nous, heureusement, nous sommes dans des zones qui profitent de ce phénomène d'upwelling qui est à l'origine de la richesse de nos eaux. Donc les changements, certaines études ont avancé que le changement climatique pourrait avoir des impacts sur ces phénomènes, sur son équilibre. Voilà. Donc cela peut expliquer avec la pêche, la surexploitation de la ressource plutôt, c'est la rareté des ressources halieutiques. D'accord. Est-ce que l'intensification des usages économiques, industriels, touristiques s'accompagne d'une vision durable à long terme? Ouais, justement, comme j'ai parlé tout de suite de la planification sur la zone littorale par la mise en place du plan directeur d'aménagement du littoral mauritanien, mais aussi par d'autres outils au niveau sectoriel, parce qu'il y a aussi, au niveau sectoriel, il y a des stratégies de pêche,
il y a des stratégies de l'environnement et du développement durable, il y a aussi... Donc toutes ces stratégies mettent en avant la nécessité ou donc la nécessité d'avoir une gestion coordonnée de l'espace littoral. Parce que parfois c'est un espace où il y a plusieurs acteurs, parfois aux intérêts même antagonistes, mais quand même pour le bien et pour même le maintien de ces activités économiques, il y a la nécessité de faire une synergie entre ces acteurs sectoriels. Quand même, les outils de planification, à mon avis, ne manquent pas. Ce qui manque, c'est la coordination dans la mise en œuvre des activités ou dans la prise en compte de ces outils de planification pour la mise en place de ces activités qu'on peut retrouver sur la zone littorale. Alors, pensez-vous qu'il y a aujourd'hui une rupture entre ceux qui vivent de la mer et ceux qui décident pour elle, donc les institutions, etc. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une rupture. Peut-être qu'il y a un décalage entre ceux qui vivent donc les villages côtiers et ceux qui décident. Donc, il faudra peut-être rappeler que la Mauritanie est l'un des exemples dans la gestion intégrée et participative de l'espace marin et côtier. Parce que depuis 2012, dans le cadre du programme Biodiversité, Gaz et Pétrole, donc la Mauritanie s'est inscrite dans la dynamique de gestion inspirée du modèle norvégien. Donc du modèle norvégien qui consiste à une cohabitation entre les différents usages. Mais aussi, qui met aussi en avant la nécessité d'impliquer la société civile, donc les acteurs locaux, dans la gestion de leur territoire. Mais, en 2018, la régionalisation, il conviendrait quand même pour maintenir cette dynamique d'impliquer les collectivités locales qui sont sur le littoral dans la gestion de l'espace marin et côtier. Mais quand même, je pense que la gestion de deux parcs nationaux, le parc national du Mandarguin et celui du Djaoling, prouvent et permettent de confirmer l'implication effective de populations riveraines dans la gestion. Parce que tous ces deux parcs-là adoptent une gestion, une co-gestion, ça veut dire une gestion qui s'appuie sur le savoir-faire local, mais aussi qui implique les communautés villageoises qui vivent dans cette zone-là, dans toute la planification de ces deux espaces, donc dans l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion. Donc je pense qu'il n'y a pas un décalage entre ceux qui vivent sur le littoral et ceux qui sont censés planifier des activités sur le littoral. Diriez-vous que les savoir-faire locaux, les pratiques de pêche durables, les connaissances traditionnelles valorisent ou menacent, ou sont valorisées ou sont menacées de disparition? Plus ou moins. Je pense que des efforts sont faits, mais quand même, il y a toujours un lieu de le valoriser davantage, de savoir-faire ancestraux, donc dans les zones, donc notamment la population imragène. Donc, ils ont des savoir-faire anciens et qui doit être valorisé, qui doit être mis en avant, qui doit être divulgué, sensibilisé. Toute la population doit être courant de ces patrimoines. Donc il s'agit d'un patrimoine culturel qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir pour même une bonne gestion de cet espace-là. Alors pensez-vous que les communautés côtières ont encore les moyens d'agir, d'être entendues, de protéger ce qu'elles ont reçu comme patrimoine? Oui, je pense oui. Avec l'émergence de nouvelles technologies de l'information et de communication, on peut varier les outils de communication, mais quand même, il conviendrait aussi de renforcer la sensibilisation et de structurer toutes les initiatives qui sont en vue de sensibiliser autour de la gestion de l'espace marin et côtier. Mais quand même, il y a des initiatives qui émergent actuellement. Donc, il y a pas mal d'ONG locales qui œuvrent dans la sensibilisation des coopératives au niveau des zones des aires marines protégées, dans la zone du Bandarguin, que dans la zone sud, au niveau de la zone estérienne.
Il y a aussi certains bailleurs tels que le projet Waka qui est là, avec le ministère de l'Environnement, qui fait pas mal d'activités de sensibilisation, d'accompagnement, de renforcement des capacités de ces acteurs locaux afin qu'ils puissent participer à la gestion intégrée de l'espace marin et côtier. Donc il y a aussi le fonds Bacomab qui est destiné dans le financement des aires marines protégées, qui a aussi des axes de sensibilisation et de coordination. Et tout récemment, il y a un réseau le réseau de société civile, donc le réseau RASLIM, qui va jouer aussi un rôle important dans l'éducation environnementale, dans la sensibilisation. Donc il y a aussi le PRCM qui fait pas mal d'actions dans la zone littorale, des actions de sensibilisation. Donc la dynamique, elle existe, mais quand même, il va falloir que ces actions-là soient coordonnées et faites de façon concertée pour qu'elles aient un impact plus efficace pour les communautés. D'accord. Parlons un peu solution. Dans un contexte de dégradation lente, quelle action devrait être mise en place de manière urgente pour freiner ce recul? Voilà, donc de manière urgente, il faut qu'au niveau sectoriel, qu'on prenne en compte les outils de planification qui existent, tels que le plan d'aménagement et de gestion du littoral, les directives d'aménagement du littoral. Donc il faut qu'au niveau sectoriel, ces outils-là de planification du littoral soient pris en compte. Donc il va falloir aussi lever certaines équivoques dans la planification au niveau juridique. Donc, l'arsenal juridique, il est là, il existe, donc il doit être mis en application, un suivi rigoureux doit être derrière. Donc il faut impliquer aussi les collectivités locales dans la gestion, mais aussi faire développer un système d'alerte précoce, par exemple, un système d'alerte précoce face à la pollution, face à l'intrusion marine, mais aussi tout ça, sans fonds, sans financement, ces projets-là ne peuvent pas être. Donc il faut mobiliser des financements pour la mise en place de projets pour la gestion durable et inclusive de l'espace marin et côtier. D'accord. Pouvons-nous imaginer une gestion du littoral qui concilie préservation des écosystèmes, développement maîtrisé, ainsi qu'un modèle d'inspiration par rapport à cela? Voilà, moi, comme j'ai dit tantôt, la Mauritanie est très en avance par rapport à cette question-là, parce que nous, en Afrique, on est en modèle. On est en modèle de gestion intégrée des zones marines et côtières, parce qu'on est dans cette dynamique-là depuis 2014 avec l'exploitation de notre puits de gaz de Chinguitti. Donc le programme BGP était conçu effectivement pour ancrer cette dynamique de gestion intégrée et inclusive de toutes les actions. Donc l'idée c'est quoi? C'est pas de ségréger entre les actions, mais c'est bien, s'il y a une coordination au niveau sectoriel, toutes les activités peuvent cohabiter dans l'espace marin et côtier sans que ces activités n'aient un impact négatif significatif sur l'espace marin. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du modèle norvégien qu'on a suivi. Donc, il y a des initiatives qui émergent dans ce sens-là. Donc, la création de l'Agence mauritanienne pour les affaires maritimes, et je pense qu'elle est dans cette logique. Donc, pour la gestion du littoral de Nouakchott, il y a eu la création d'une société d'aménagement du littoral de Nouakchott qui aussi œuvre dans le développement des activités économiques, mais aussi des activités touristiques, mais aussi de protection du littoral. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Ibrahim Ba, spécialiste des zones marines et côtières. Alors, chers téléspectateurs, ce que nous ferons de notre littoral aujourd'hui, c'est ce que nous laisserons demain. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et à très bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés.